Est-ce que Ruby est une opportunité d'investissement intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le s'il vous plaît et activez la cloche pour avoir les notifications. On va commencer tout de suite avec le cours de l'action Ruby. Donc, on a une action qui était sur une forte tendance haussière depuis quelques années, depuis 2008. Tout s'est arrêté en 2020. Pourquoi? Alors, donc je suis actionnaire de l'action, je suis actionnaire dans l'entreprise, pardon, et donc je suis sur le blog, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. J'ai assisté à 2 assemblées générales et des explications du manager qui était, alors c'était plutôt, je crois que c'était Gilles Gobin, ou non, c'était Rioux, Jacques Rioux, qui disait que, en fait, tout le secteur de la distribution pétrolière a été assimilé au secteur pétrolier, et donc le marché a mis des multiples bas, puisqu'il considérait que c'était une activité non ESG. Donc, bon, c'est un peu faux, parce que en réalité, la distribution de produits énergétiques, c'est pas très polluant en réalité. Donc, bon. Et après, il y a aussi un problème sur Ruby, c'est qu'ils se sont mis à faire du photovoltaïque avec Photosol et ça ne marche pas pour l'instant. Ça ne génère pas d'excédent brut d'exploitation, d'EBITDA. Et donc, on engloutit des dépenses en capital importantes. Bon, le bémol, enfin, en tout cas pour le côté positif, c'est que on va dire la dépense en capital est financée majoritairement par les banques à des taux d'intérêt attractifs. Finalement, sur les projets, Ruby ne met que entre 10 et 20% du projet total. Bon, ça permet de limiter la dette. En revanche, la dette reste un peu élevée. L'activité traditionnelle se porte très bien. L'activité photovoltaïque, pas du tout bien. Donc, forcément, ça pèse sur le cours. Et donc, il y a eu de la spéculation avec l'entrée de Moelis, qui est un ami entre guillemets, de Patrick Bolloré, qui est aussi au capital, via la plantation des terres rouges. Et on a un actionnaire historique aussi qui s'appelle Ronan Saman, qui s'est renforcé au capital et qui est au conseil de surveillance, tout comme Patrick Moelis. Donc, les deux, et je pense qu'ils vont essayer de faire infléchir la politique d'investissement et peut-être essayer de virer l'activité photovoltaïque. On va voir s'ils y arrivent. En tout cas, d'un point de vue cours de l'action, ça rebondit quand même pas mal depuis 2023. Ça a presque doublé, donc intéressant. Là, c'est bien sûr avec les dividendes réinvestis. Donc, si on n'ajuste pas aux dividendes, ça nous donne quand même un cours qui est plutôt flat. Mais en ajustant les dividendes, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, sur Ruby, on va le voir après. Moi, je pense qu'il y a 2 approches. Soit on fait de la value, ce qui est mon cas, soit on fait du dividende, et ces dividendes, après, on les retire pour l'investir ailleurs ou les consommer. Moi, je suis plutôt dans une optique de toucher les dividendes et de les investir sur d'autres actions value, mais je pourrais réinvestir dans du Ruby au cours actuel. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder les chiffres. Hop. Alors, croissance du chiffre d'affaires. C'est pas une bonne métrique, le chiffre d'affaires, pour regarder cette entreprise, puisque c'est une entreprise qui est dans la distribution. Dans la distribution, ce qu'il faut regarder, ce sont plutôt les marges commerciales. Alors, est-ce qu'on a la marge commerciale? Vous avez la grosse margin que vous pourrez regarder du coup. Hop. Alors, margin, hop. Peut-être qu'on a commercial margin d'ailleurs ici. Alors, je ne la retrouve pas. Donc, il faut aller regarder comment évolue la marge, mais on va aller regarder de toute façon le taux de marge. Bon, donc, pour ce qui est du chiffre d'affaires, en fait, ça suit la variation des prix des produits qu'on distribue. Donc, les produits qui distribuent du GPL, gaz de pétrole liquéfié, et de l'essence, et du pétrole d'ailleurs. Donc, ça varie, c'est forcément c'est très volatile. Donc, ici, ça explique pourquoi on a un chiffre d'affaires qui est volatile. Ce qu'il faut souligner aussi, ce sont les acquisitions. On a fait 6 milliards d'acquisitions en 10 ans. On n'a que 2,9 milliards de market cap. Bon, ça veut dire que on n'a peut-être pas créé autant de valeur qu'on l'espérait avec ces acquisitions. Donc le track record, en fait, le gros problème, c'est l'acquisition de Photosol. Les autres acquisitions étaient plutôt bien intégrées, ça marchait pas mal. Avec Photosol, c'est moins le cas. Bon. Allez, maintenant, on va regarder les marges. Donc justement, les taux de marge, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est quand même volatile. Évidemment, ça va dépendre aussi de la variation du cours des matières premières, donc des hydrocarbures, et aussi de est-ce que l'entreprise a du pricing power. En réalité, ils arrivent globalement à maintenir leur marge brute. Ils arrivent à la maintenir parce qu'ils arrivent à rattraper les hausses des produits pétroliers. Donc, les managers expliquaient que, en fait, c'est anticorrélé au pétrole. C'est-à-dire que quand
le cours du pétrole augmente, bon, bah, avec un peu de retard, ils peuvent faire monter les prix. Et donc ce décalage fait que on a un décalage un peu de cycle. Par contre, quand les prix du pétrole baisse, là, c'est favorable parce que ça fait augmenter la consommation. Les clients, du coup, en achètent plus et donc c'est plutôt favorable pour l'entreprise qui peut un peu retarder ces baisses de prix pour suivre évidemment la baisse des hydrocarbures. Donc ça lui permet de maintenir un peu sa marge brute. Globalement, sur 10 ans, c'est pas mal. En taux de marge d'EBITDA, on est stable aussi sur 10 ans, donc ils arrivent à maintenir l'efficience opérationnelle. C'est plutôt bien. En taux de marge nette, c'est un peu moins bien et en fait, il y a les frais financiers qui pèsent sur Ruby avec la hausse des taux d'intérêt et puis également l'endettement lié en partie à Photosol. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. L'endettement de Photosol, euh, il est limité au projet en fait, aux actifs du projet qui sont financés. Dans l'activité de Photosol, chaque projet a son SPD, donc Special Purpose Vehicle, qui a sa propre dette à taux d'intérêt attractif, puisque c'est une activité ESG. Et finalement, l'entreprise met peu de capital. Et donc, bon, mécaniquement, ça fait quand même moins de cash flow pour financer les autres activités. Donc, il faut aussi faire monter la dette pour financer l'activité traditionnelle. Bon, taux de marge net stable. Ce qu'il faut regarder, c'est taux de marge de free cash flow. Et ça dépend des années. Il y a des années où on n'a pas de free cash flow, il y a une dépense en capital importante. Donc, voilà, on est un peu là, on a des free cash flow un peu plus élevés que les bénéfices nets, mais globalement, c'est des free cash flow un peu négatifs hein, sur UMI. Donc, attention, ça dépend des années. Donc, quand on a des free cash flow négatifs, vu qu'on verse un dividende, on va le voir après, bah, ça fait aussi monter l'endettement quand on fait les deux, quoi, malheureusement. Bon, donc ce taux de marge, c'est pas exceptionnel. Ah oui, je rappelle aussi, du coup, ils sont leaders ou dans le top 3 des niches de marché dans lesquelles ils opèrent. Hein. Ils opèrent en Afrique, avec du bitu, pardon, avec du GPL aussi en Afrique. Ils sont du GPL en France. Ils font des carburants pour l'aérien aux Caraïbes. Donc ça, c'est des marchés sur lesquels ils sont en leader. Et donc ça permet de maintenir les marges aussi, hein, du coup. Voilà. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on voit qu'il y a un trou hein, quand même sur 10 ans. Voilà, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc, on va aller voir pourquoi. Au niveau du BFR, malheureusement, il est positif. Donc, ça veut dire que on a du mal à se faire payer par les clients, alors qu'on doit payer les fournisseurs avant. Il y en a aussi les stocks. Donc, le coût des stocks, ça coûte hein, évidemment pour Ruby parce qu'il faut transporter en fait la matière première qu'on distribue. Donc, ça a un coût. Donc, BFR positif, ça veut dire aussi qu'il faut injecter du cash pour faire tourner les opérations, malheureusement, et ça fait monter la dette. Hein. Est-ce que ce BFR, justement, s'améliore? Il se dégrade, hein. Sur 10 ans, c'est 2,5 milliards de dégradation. Donc voilà, ça, c'est malheureux. C'est ça qui fait aussi monter l'endettement. Hein. Donc attention, ça se dégrade un petit peu. Au niveau de la dépense en capital face aux dépréciations et amortissements et aux earned cash items. Donc on a 7,9 milliards de CAPEX, 4,4 milliards de dépréciation et amortissement. Il faut à ça rajouter les earned cash items. Donc ça vous donne 6,4 milliards. Donc globalement, en fait, on a quand même une dépense en capital qui est supérieure au CAPEX qui est supérieure des prestations amortissement. Donc, ça veut dire qu'on continue à faire grandir l'appareil productif, que ce soit via Photosol, mais aussi l'activité traditionnelle. Donc, ça pèse sur les free cash flow. Donc, votre explication de pourquoi les free cash flow ils sont plus bas que les bénéfices nets, elle est là. Dépense en capital importante. Donc, attention, pour valoriser l'entreprise entre les bénéfices nets et les free cash flow, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Et ça sera justement, du coup, ça donnera un multiple plus élevé. Hein. Et donc, et ça permettra d'être conservateur. Voilà. Alors, au niveau de la rentabilité, on a un rendement des capitaux investis qui est à 8%, ce qui est pas mal. Honnêtement, c'est pas trop mal, vu que l'entreprise est quand même intensive en capital. Donc, on a une bonne rentabilité qui est supérieure à la croissance organique, donc ça permet de dégager un peu de marge pour s'autofinancer. Après, on a un BFR positif, donc ça, évidemment, ça prend un peu du cash qui est généré. Bon, au niveau de l'endettement, donc la dette nette, on est à 1,5 milliard, il n'y a pas d'IFRS 16, il n'y a pas d'obligation locative là-dedans, je crois il me semble, enfin je suis sûr, hein, qu'on est à 2 fois les EBITDA en dette nette. Ça, c'est en incluant la dette qui est détenue par les projets Photosol. C'est de la dette sans recours, c'est-à-dire que si le projet fait faillite, les créanciers peuvent seulement se retourner contre les actifs du projet. Donc Ruby, à chaque fois qu'il communique sur le résultat, il donne la dette nette corporate hors Photosol aussi. Et elle est plus basse que ces 2 fois, que 2 fois les bidas. Donc, ça reste gérable. Maintenant, ils ne s'endettent pas des taux d'intérêt attractifs puisque c'est réputé non ESG comme activité. Donc, ça donne des frais financiers importants. Hein, et ça impacte évidemment le résultat net.
Voilà, donc bon, au niveau de l'endettement, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'après le point haut de juin 2024, ça commence à baisser. Donc à suivre sur l'endettement, est-ce qu'ils arrivent à garder à garder la maîtrise à ce niveau-là? Espérons, parce que les taux d'intérêt commencent à remonter aussi, hein, donc ça pourrait jouer, hein, pour l'entreprise. Ça pourrait faire mal. Ensuite, au niveau de la rémunération de l'actionnaire, donc l'entreprise se targue d'être un aristocrate du dividende, c'est-à-dire qu'il verse un dividende en augmentation depuis 25 ans, je pense. Bon, alors, il y a eu du dividende spécial sur, sur Ruby, puisqu'ils ont cédé leur activité de stockage d'énergie. Pour moi, c'était une mauvaise décision, parce qu'en fait, ils ont cédé cette activité bon, en fait, le gain de cession qu'ils ont fait. Donc, ils ont récupéré le capital qu'ils ont récupéré de cette vente. Ils l'ont réinjecté ensuite dans les dépenses en capital de Photosol et de l'activité traditionnelle. Et la plus-value, ils ont reversé aux actionnaires via un dividende spécial. Moi, je pense qu'ils auraient dû pas faire de Photosol et garder cette activité de stockage qui était finalement une vache à lait importante. Bon, pour moi, ça, c'est une erreur stratégique. Actuellement, le dividende, il fait 282 millions. Les free cash flow, bon, il faut un peu les normaliser. Quoique, ça va, depuis 2021, ils sont quand même en augmentation, ce free cash flow. Donc, en fait, là, c'est soutenable, hein. On est sur 70% de dividendes par rapport au free cash flow, en termes de payout ratio. Donc, c'est soutenable. Maintenant, les augmentations de dividendes, elles vont être de plus en plus lentes. Donc, l'année dernière, sur 2025, ce dividende, il a augmenté de seulement 2%. Je pense pas que ça augmente, ça va augmenter peut-être de cet ordre-là ou un peu moins l'année prochaine, parce que voilà, il suffit qu'il y ait une mauvaise année où on a des free cash flow qui rebaissent un petit peu, et bien là, ça veut dire qu'on va devoir s'endetter pour verser le dividende, si on l'augmente, et la dette est quand même relativement élevée, à 2 fois les l'EBITDA, même s'il y a de la dette Photosol dedans. Bon, donc ça, c'est peut-être compliqué, hein. En tout cas, on a un rendement d'actionnaire qui est calculé à 10,2%, mais ça, en fait, c'est un petit peu faux. C'est-à-dire que l'outil ici, il compte le rendement d'actionnaire en incluant les rachats d'actions. Donc il y a eu des rachats d'actions récemment, mais ces actions n'ont pas été annulées. Ce sont des actions qui sont distribuées pour de l'actionnariat salarié. Donc, ça compte pas vraiment, le rendement actionnaire n'est pas à ce niveau-là. Il faut uniquement compter le rendement du dividende, qui est tout à fait intéressant, hein, d'ailleurs, qui est presque à, on est à, ouais, on est à 8-9%, hein, de rendement du dividende au cours actuel, qui est pas soutenable, je pense. Pas soutenable quand même. Il faut se méfier. Parce que une mauvaise année de free cash flow, et là, le dividende ne sera pas soutenable. Donc, voilà. Là, on est limite sur le dividende niveau Ruby. Voilà. Au niveau de la valorisation, on va regarder ce qui se passe en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a de la dette, quand même un peu de dette. En fait, voilà, on pourrait se dire, là, il y a 50% de décote, le multiple de VE sur EBITDA de 10 ans, il est à 9,1. Ok. Et sauf qu'on a vu que depuis 2020, le marché, il voit plus l'entreprise de la même façon. Il n'a plus le même regard sur l'entreprise. Est-ce que le nouveau multiple, c'est celui-là? 6,2. Bon, 6,2, c'est très faible, hein, en termes de. C'est faible, c'est relativement faible. C'est value même. Est-ce que 6,2, c'est trop pessimiste? Je sais pas. En tout cas, ce que je me dis, c'est qu'on a quand même des périodes où on s'est traité récemment à 7 fois. Donc, en soi, vu que 6, c'est pas très cher payé, 7, c'est encore peu cher payé et on s'est déjà traité à ce niveau-là, on peut aller jusqu'à 7, à mon avis. Et ça me donne, à la louche, 15-20% de marge de sécurité. Conclusion du dossier Ruby. Ah, il y a aussi une décote sur capitaux propres, en mémoire, price to book. Mais en fait, je regarde, on se paye une fois les actifs. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Si on regarde, hop, il y a 1,8 milliard d'écart d'acquisition. Les écarts d'acquisition, c'est en gros la différence entre les capitaux propres de l'entreprise que vous achetez et le prix que vous payez. Donc, c'est du vent, quoi. Et donc, on se paye une fois les capitaux propres, mais en fait, dedans, il y a 1,8 milliard d'actifs du vent. Donc, en fait, en réalité, c'est 1 milliard. Enfin, les actifs tangibles, ils sont très faibles, hein, sur Ruby. Si on regarde tangible book value, hop, on peut regarder, ça nous donne, voilà, allez, 1 milliard, grosso modo, d'actifs tangibles. Bon, on se traite quand même presque 3 fois les actifs tangibles. Donc, pas de marge de sécurité à ce niveau. Conclusion du dossier Ruby. Je continue à regarder le dossier. Moi, c'est un quart de position que je détiens maintenant. Mais il y a quand même le côté un peu spéculatif. Est-ce que la prise de contrôle va continuer? Peut-être que l'année prochaine, nos amis Moelis, Bolloré,
Saman et même la famille Dassault qui est au capital, peut-être qu'ils vont se renforcer et peut-être qu'ils vont réussir à infléchir la stratégie. Donc il peut y avoir un dénouement plutôt positif. Donc là, il y a cette petite prime spéculative. En attendant, vous avez votre dividende. Alors il est ric-rac le dividende, peut-être qu'il va baisser. Mais bon, on a quand même les moyens de verser du 6-7% sur Ruby, alors par rapport au cours actuel. Voilà. Et vous avez une petite marge de sécurité d'un point de vue valorisation. Donc pour moi, ça peut se garder, c'est pépère, c'est pas trop volatile. Disons que en gros, ça s'est effondré en 2020, et maintenant, bon, ça reste pas trop volatile. Enfin, il y a un petit peu de volatilité parce qu'ils ont fait un profit warning en 2024, en décembre 2024, c'est un peu tombé, c'est ici, hop. Mais bon, ça se reprend. Ça se reprend un petit peu. Et puis vous avez quand même le dividende qui vous permet d'amortir cette volatilité. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.